tous, on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, c'était Weekend Book Club, donc j'ai revu mes copines, nous avons brunché et nous sommes allés en librairie, donc forcément le week-end ne pouvait être que parfait. Et en plus, j'ai fait quelques petits achats, donc c'était la petite cerise sur le gâteau. Je vous ai présenté tous mes achats dans le précédent vlog, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici. Sinon, moi, au niveau de ma lecture en cours, eh bien, je suis toujours dans le même livre que la semaine dernière. Je suis toujours dans Le silence de l'élu de Glenn Cooper que j'ai reçu de la part des éditions M+, en service presse. C'est un livre qui sortira le 13 mars prochain. Alors, dans cette histoire, on va suivre un cardinal anglais qui s'appelle Adrian Budd, qui est au Vatican pour le conclave. Donc, en fait, le dernier pape est décédé, et donc il faut élire le nouveau souverain pontife. Et donc, on va suivre pendant une très grande partie du livre tout le conclave, toutes les intrigues politiques qui s'y passent. Voilà, quelles sont les petites manigances, les petites... les petites promesses, les petites choses qui sont glissées à droite et à gauche pour élire le prochain pape. Et contre toute attente, c'est cet Adrian Budd qui a été élu pape, sauf qu'on apprend très très vite qu'il y a un secret qui entoure ce pape. Voilà, il cache quelque chose, il y a un petit truc, hein, et ce secret pourrait bien remettre en question la chrétienté, pourrait bien bouleverser l'équilibre du Vatican. Alors, ce secret-là, en tant que lecteur, on sait ce que c'est à partir de la moitié du livre. Donc à 50-51%, on apprend quel est le secret qui entoure le pape. Et donc ici, j'ai lu une 70%. En fait, on voit les conséquences qu'a eu ce secret sur déjà le pape lui-même, et également comment la politique vaticane, comment l'entourage du pape, comment la chrétienté elle-même réagit face à ce secret. Alors, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est une thématique qui est totalement inédite, je trouve, dans un livre de ce genre. J'aime bien. Franchement, je trouve ça vraiment chouette. J'ai hâte de voir comment l'histoire va continuer. J'ai un peu peur que les idées soient bonnes, mais qu'elles ne soient pas abouties. J'avoue qu'il y a pas mal de discussions autour de cette thématique. Je trouve que les idées avancées sont intéressantes, bien que ça soit un petit peu manichéen, j'ai envie de dire. On a le côté très... Voilà, et le côté moins... Voilà, je vais essayer de pas trop en dire pour pas vous spoiler, pour laisser quand même le mystère entier. Mais voilà, on va dire que les discussions autour de ce secret sont un peu manichéennes. Je trouve qu'on va soit dans le très blanc, soit dans le très noir. Je trouve qu'il n'y a pas de gris. Pour une lecture en Kindle, c'est quand même assez dommage, hein, n'est-ce pas? Voilà, après, à voir comment, encore une fois, ça va se développer dans la fin de l'histoire. J'ai une petite idée de ce vers quoi on peut aller. J'ai une petite idée de la conclusion. Si c'est ça, j'avoue que je ne serais pas déçue d'avoir deviné l'aboutissement de ce livre. Parce que, en fait, je vois pas trop comment l'auteur va pouvoir s'en sortir. Donc, je suis véritablement curieuse de voir comment le livre va se conclure. Et quelles sont, comment il va gérer tout ça en fait, parce que c'est des thématiques quand même assez lourdes, assez importantes, intéressantes, très actuelles, et donc voilà, j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir. Je trouve que la plume est vraiment parfaite, on est véritablement bien dedans. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de suspense dans la première partie du roman, quand c'était le conclave. Moi, j'avais beaucoup plus d'intérêt à ce moment-là. Je trouvais que de voir un petit peu comment se passait le conclave, le sentiment des différents cardinaux, les magouilles politiques qu'il y a parfois derrière cette élection, je trouvais ça vraiment intéressant. Mon intérêt baisse un petit peu depuis que le Adrian Budd a été élu pape, depuis qu'on connaît son secret, parce que je trouve que il y a de ce fait un petit manque de piment. Comme on est au courant, en fait on va juste voir les conséquences se déployer devant nous, et il n'y a plus vraiment de mystère, il n'y a plus vraiment de surprise en fait. Et du coup, je vais pas... Enfin, si, mon intérêt baisse un petit peu dans la deuxième partie de ce roman,
Mais après, je trouve que la plume, elle fait véritablement le taf. Moi, je me sens emportée dès que j'ouvre ce roman. J'ai envie de continuer ma lecture. J'ai envie de, voilà, de la reprendre, de l'avancer. J'ai envie de connaître pardon, la fin, de savoir comment, voilà, tout ça, comment le Vatican va gérer tout ça. Mais cela dit, je crains un peu qu'on tourne en rond, donc à voir. Je reste très positive par rapport à ce livre. J'ai juste hâte de voir quel sera, voilà, le point final, comment l'histoire va se diriger, qu'est-ce que Glenn Cooper va faire de son intrigue. Je suis véritablement curieuse. En tout cas, c'est pour l'instant une chouette lecture. Je trouve ça vraiment original. J'aime bien la plume de cet auteur que je n'avais jamais lu. Ce livre est appelé thriller. Alors oui, on a un aspect suspense, on a un aspect où on se pose des questions. Il y a quand même des magouilles politiques, même si on est au niveau du Vatican et de la religion, hein, mais ça reste de la politique, hein, in fine. Mais je suis pas à 100% pour l'appellation thriller. Pour moi, c'est plus un roman contemporain à suspense plutôt qu'un thriller. Mais bon, après, chipoton, je ne suis pas une spécialiste en littérature non plus, donc... mais voilà, moi, j'avoue que quand j'avais lu thriller avec comme thématique la religion, je m'attendais plus véritablement à un thriller ésotérique, beaucoup plus haletant que cela. Mais honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est une bonne lecture. Je prends vraiment pas mal de plaisir. Une petite perte d'intérêt là où j'en suis, mais rien de dramatique, in fine. Voilà, donc bah écoutez, j'ai hâte de le continuer, j'ai hâte surtout de le terminer parce que j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de lire mon Agatha Christie du mois. Donc bah écoutez, c'est déjà là-dessus que je vais vous quitter. Aujourd'hui nous sommes lundi, donc qui dit lundi dit petit bain, routine skincare et petite lecture dans mon bain moussant. J'espère bien avancer sur ce livre pour le terminer rapidement et je reviendrai bien évidemment dans le courant de la semaine pour vous donner mon avis final. Allez, à plus tard!
clôture de ce 47e vlog. Alors nous sommes aujourd'hui le mardi 4 mars et ça fait un petit moment que je ne vous ai plus pris en caméra du coup. J'ai eu une semaine, enfin la semaine dernière était extrêmement chargée au niveau boulot et en plus le week-end j'ai également été fortement occupée parce que entre autres samedi j'ai passé toute la journée avec Sophie, que vous connaissez bien évidemment sur cette chaîne, hein, ma copine de book club, du compte Instagram, et oui, The Curiosity of S, exactement. On a passé toute la journée de samedi ensemble, nous sommes allés en librairie. Du coup, qui dit librairie dit forcément Nono, hein, elle est très faible. J'ai un... Attendez, parce que c'est super lourd. J'ai vraiment un bel update lecture, pas update lecture, un beau book haul à vous faire. Vous pouvez le voir, j'ai pas mal craqué mon slip, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, pardon. Alors l'avantage, c'est que je n'avais pris qu'un tote bag et en fait, je n'ai pas été plus haut que le tote bag. Dès que ça ne rentrait plus, j'ai arrêté mes achats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 livres en plus dans ma palle, donc on va dire que c'est déjà pas mal. Bref, donc comme vous pouvez le voir, j'ai matière à vous parler aujourd'hui. Gros book haul au programme et également un update lecture. J'ai 3 livres à vous présenter, donc si j'ai un conseil à vous donner pour terminer ce vlog avec moi, eh bien je vous invite à aller vous faire une petite tisane, un petit thé ou un verre de vin ou n'importe quel autre apéro, hein, je ne juge pas et puis on sait jamais, hein, peut-être qu'il est l'heure de l'apéro au moment où vous regardez ce vlog, alors faites-vous plaisir, allez vous remplir une tasse ou un verre et c'est parti pour mon petit blabla livresque. Juste avant, je m'hydrate parce que je commence à sentir que je ne vais pas tenir très très longtemps comme ça. Ah, c'est bien chaud, ça fait du bien. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une petite tisane de chez Clipper. C'est mangue pêche. Quelque chose comme ça. Et franchement, c'est délicieux. Je l'ai un peu pris au hasard comme ça au Deleuze, mais j'ai bien choisi, j'ai eu du flair. Alors, on va commencer par l'update lecture. Alors, la dernière fois que je vous avais pris, j'étais en pleine lecture de Le silence de l'élu de Glenn Cooper. Alors, je sais plus trop ce que je vous ai dit. Il faudrait que j'aille revoir mes rushs avant de me lancer et de vous filmer quelque chose. Alors, il me semble, j'étais à 70% de lecture, il me semble. Et je l'ai terminé début de la semaine dernière. Je pense le lendemain de la dernière fois que je vous ai pris, enfin bref. Je l'ai terminé donc. Donc pour rappel, c'est un livre Service Presse qui m'a été envoyé par la maison d'édition M+, et ce livre-là sortira le 13 mars. Donc le vlog ne sera pas encore sorti, donc voilà. Je vous mets un petit peu l'eau à la bouche si ça vous intéresse. Sorti le 13 mars pour Le silence de l'élu de Glenn Cooper. Alors, sinon, mon avis final par rapport à ce livre. En fait, j'ai bien aimé. Mais j'ai pas non plus kiffé autant que je l'aurais souhaité. Donc déjà, je m'attendais à lire un thriller. Pour moi, ce n'en est pas vraiment un, vu la tournure que prend les événements de ce livre. Et ce que je craignais est entre guillemets arrivé parce que je trouve que les idées, les thématiques soulevées, c'est un peu chiant avec le truc, non ? Bon, écoutez, on va faire avec, ou si pas, je vous mettrai la couverture dans un coin, celle en couleur que j'ai sur mon ordinateur. Oui, donc je disais, ce que je craignais est arrivé. En fait, les thématiques soulevées, les thématiques abordées sont intéressantes, mais je trouve qu'elles n'ont pas été exploitées à fond. Alors, c'était compliqué vu les thématiques de faire un roman complet là-dessus. Il aurait fallu des pages et des pages et des pages pour tout développer. Et donc, du coup, je comprends pourquoi ça a été pas vite clôturé, mais je comprends pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout, entre guillemets, de l'idée, vu les thématiques soulevées, vu que nous sommes quand même dans un environnement assez particulier, hein. Nous sommes au Vatican, dans le clergé, on va suivre le pape, son entourage et le conseil des cardinaux, donc du coup, clairement, niveau ouverture d'esprit, c'est pas trop ça. Donc, c'est clair que on pouvait pas aller au bout de la thématique, et également, j'avais un petit
soupçon de comment... Enfin, j'avais une idée de comment l'histoire aurait pu terminer pour mettre véritablement un point final à cette histoire. Pour moi, c'était la seule échappatoire, en fait, que l'auteur avait s'il voulait véritablement conclure à 100% cette histoire. Et, bah, effectivement, ce que j'avais imaginé est arrivé. C'est comme ça que l'auteur a conclu son histoire. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de surprise. Et en fait, je trouve que les idées abordées dans ce roman, c'est vraiment très bien. C'est des questions de société très actuelles. Donc, c'était pas mal de le mettre dans ce genre de roman. Mais du coup... En fait, on commence le roman comme on finit le roman comme on l'a commencé. Il y a une question qui a été soulevée, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de conséquences dans la suite. Même si on imagine potentiellement qu'il y aurait un tome 2, honnêtement, je vois pas quelle suite il pourrait donner à cette histoire. Je pense pas qu'il y aura de tome 2. Hein. Clairement, c'était une histoire, c'était un one-shot. Donc voilà. D'un point de vue thématique, très intéressant. Livre. D'un point de vue ambiance, suspense, etc., moi j'ai préféré la première partie, toute la partie dédiée au conclave et la partie où le mystère qui planait autour du pape fraîchement élu. J'ai préféré quand le mystère était encore entier. Et toute la partie après, c'est plus un questionnement de société, un questionnement d'actualité qui est intéressant mais pas vraiment très palpitant, pas vraiment très... Alors, quand même novateur dans le domaine, parce que je trouve quand même la thématique originale, mais je vais pas... C'est pas le livre qui va remettre en question la société et qui va ouvrir les yeux de certaines personnes qui seraient peut-être un peu plus réfractaires sur cette question de société. Après, je pense pas que ce soit le but du livre. Je pense que le but du livre, c'est principalement divertir et potentiellement, oui, faire germer une petite pousse de questionnement, d'interrogation et de réflexion chez le lecteur. Mais je crois pas que... Enfin voilà, je crois pas que ça a un autre but que ça. Comme je l'ai dit, je trouve pas que c'est nécessairement mal développé tout en n'étant pas bien développé non plus. Enfin voilà, je trouve que c'est une bonne idée, mais il m'a manqué un petit truc pour que ce soit une excellente lecture. Je trouve que c'est une bonne lecture, mais voilà, sans plus. Enfin sans plus. Voilà quoi. Bref. Donc pour moi, si vous aimez les intrigues politiques, si vous aimez la religion, si vous aimez toutes les histoires qui se passent au Vatican, un petit peu les magouilles politiques, tout ce qui pourrait se cacher derrière l'élection d'un pape, et que vous êtes également intéressé à des questions... En fait, j'ai envie de dire sur quoi ça parle, mais ce serait quand même gâcher le plaisir de découverte. Donc voilà, si vous êtes ouvert et intéressé sur certaines questions de société actuelle et que vous êtes curieux de savoir lequel, je vous invite bien évidemment à aller lire ce livre. Franchement, c'était une bonne lecture. Voilà, c'était intéressant et je suis ravie d'avoir reçu ce livre et de l'avoir donc découvert en avant-première pour vous en parler du coup sur mes réseaux. Donc voilà pour en gros mon avis final. C'était peut-être un petit peu répétitif, mais voilà, j'avoue que je sais pas trop comment m'exprimer par rapport à ce livre. Je trouve que c'est une bonne idée, mais moi personnellement il m'a manqué quelque chose. Donc voilà pour donc Le silence de l'élu de Glenn Cooper. Je l'ai terminé donc la semaine dernière, mardi, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Voilà. Ensuite, eh bien, je vous en avais parlé dans ma vidéo mes envies livresques pour 2025. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vais vous la mettre juste ici pour que vous puissiez aller la voir. J'ai envie de lire une fois par mois donc un roman japonais, une BD et également un Agatha Christie. Et donc pour le mois de février, je n'avais pas encore sorti d'Agatha Christie. Donc j'ai lu ce livre, je l'ai commencé bien au mois de février, je l'ai malheureusement terminé au mois de mars, mais bon, c'était début mars, je l'ai terminé hier, nous étions le 3, donc j'estime que ça compte pour ma lecture de février. J'ai décidé du coup de sortir La Maison du Péril, donc d'Agatha Christie, tout simplement parce que ce livre c'est un Hercule Poirot et j'avais fortement envie de revoir une nouvelle fois ce détective belge que j'aime tant. Et donc j'avais regardé ce que j'avais un petit peu dans ma palle et j'avais pris l'un des livres les plus
les plus anciens d'Hercule Poirot. Donc cette histoire-là se déroule juste après le roman Le Train Bleu. On est dans la Maison du Péril, il va y avoir des échos à l'affaire du Train Bleu dans ce livre-là. Alors donc on va suivre Hercule Poirot qui est en vacances avec Hastings, son ami, je ne sais plus où, dans une station balnéaire en Angleterre, et il va croiser le chemin d'une demoiselle qui s'appelle Nick quelque chose. Buckley. Nick Buckley, qui va, au détour d'une conversation, faire comprendre à Hercule Poirot elle a vécu 2-3 petites choses qui ressemblent fortement à des accidents totalement... des événements totalement... Comment on dit? Banals ou banaux? J'ai un doute maintenant. Bref, des événements totalement random. Mais Hercule Poirot, lui, il voit plutôt ça comme des potentielles tentatives de meurtre parce que un énorme tableau qui était situé au-dessus de son lit s'est décroché pendant la nuit. Heureusement, elle était partie, je ne sais plus quoi faire, et donc elle l'a évité. Les freins de sa voiture ont été sabotés, mais heureusement, l'accident, elle a terminé dans la haie, et donc elle n'est pas morte. Également, quand elle se rendait dans l'hôtel qui est situé juste en bas de la falaise, donc il y a sa maison qui est au-dessus d'une falaise, et elle descend par un chemin, il y a un rocher qui a failli l'écraser. Et quand elle discutait avec Hercule Poirot, elle a bougé la tête pour je ne sais plus quelle raison, et une balle est rentrée dans son chapeau et l'a traversée de part en part. Et donc Hercule Poirot en fait se rend compte que ce ne sont pas des accidents random comme Nick le pense, mais que c'est en réalité, pour lui, c'est des tentatives de meurtre, et il est persuadé que le meurtrier va recommencer. Et donc, il a décidé de enquêter et de protéger cette Miss Buckley. C'est bien Buckley, hein? Je dis pas de bêtises. Oui, Buckley, c'est bien ça. Miss Buckley, et donc voilà, il va la protéger. Et essayer donc de découvrir qui est cette personne qui lui veut du mal. Voilà, alors... J'ai vraiment beaucoup aimé ce Poirot. Donc Poirot apparaît au tout début du roman pour mon plus grand plaisir. On est très très souvent avec lui. Moi, Hercule Poirot, c'est véritablement mon détective préféré. Je trouve qu'il a un caractère de cochon, il est un petit peu insupportable, il est très imbu de lui-même, il a une haute opinion de lui-même, mais il a un côté très attachant. J'aime bien sa manière d'agir, sa manière un petit peu aléatoire et complètement bizarre. Tout le monde le regarde toujours de manière un peu chelou, genre mais qu'est-ce qui lui passe par la tête à ce petit Belge? Et puis forcément oui, il est belge, il est né... il y a un village dans ma région où c'est soi-disant le village natal d'Hercule Poirot. Il y a même une statue de lui. Enfin voilà, c'est véritablement pour mes origines, pour ces origines communes que nous avons, pour son caractère, pour la manière dont Agatha Christie se fout également de sa poire dans ses romans. Ça en fait mon détective préféré. Et j'adore la manière dont il agit de manière un petit peu nonchalante pour découvrir en fait la vérité des différents qui entourent, la vérité à la base des différents mystères. Je trouve que c'est un personnage que j'aime énormément. Et j'ai trouvé que cette histoire, elle a été vraiment, vraiment chouette. Ça faisait longtemps que j'avais plus pris autant de plaisir dans un Agatha Christie. Enfin, vous allez me dire, ça fait longtemps que je n'ai plus lu d'Agatha Christie. J'en ai lu un le mois dernier, mais sinon, avant cela, ça remontait quand même à loin. Mais c'est vrai que ce Poirot-là m'a tout particulièrement plu. J'ai bien aimé le rythme, j'ai bien aimé les mystères qui s'imbriquent, j'ai bien aimé la manière dont Hercule Poirot enquête. Il doute un petit peu de lui-même dans cette enquête. Ça fait du bien de le voir un petit peu perdre pied et puis tout d'un coup reprendre confiance en lui, parce que non, Hercule Poirot ne fait jamais d'erreur. Et enquêter sur le mystère qui entoure les différentes tentatives de meurtre sur Nick Buckley. Alors, je suis véritablement contente parce que j'avais deviné une partie du dénouement final. Donc bien évidemment, Agatha Christie ne va pas nous faire un dénouement final simple, hein. Il va y avoir plusieurs rebondissements, mais on va dire que le rebondissement principal,
l'information principale, l'identité numéro 1 du coupable, je l'avais deviné. J'avais deviné qui il était, j'avais deviné ses mobiles. Et donc, comment vous dire que quand j'ai vu que mes suppositions que j'avais faites toute seule, avec mes petites cellules grises à moi, étaient vraies, que j'avais raison, je vous dis pas à quel point j'étais heureuse. J'avais déjà découvert l'identité du coupable, c'était dans le Noël d'Hercule Poirot. J'avais juste trouvé l'identité du coupable, je n'avais pas trouvé son mobile, ses motivations, etc. Mais là que j'ai trouvé, en tout cas, on va dire l'information principale, parce qu'il y a eu d'autres choses à côté que je n'avais pas du tout vu venir, mais en tout cas, l'information principale et les motivations, le mobile, etc., j'étais toute folle. Franchement, j'étais trop contente. Et je pense clairement qu'Hercule Poirot doit être quelqu'un dans mes ancêtres. Ou en tout cas, j'avais sans doute un détective à la hauteur du grade d'Hercule Poirot dans mes ancêtres. Parce que je remarque que mes petites cellules grises, mine de rien, elles fonctionnent bien. Je suis trop contente, franchement. Agatha Christie, elle a toujours l'art de nous sortir des dénouements totalement bluffants qu'on n'a pas vu venir. Et le fait de l'avoir deviné, ben, je suis trop contente. Alors peut-être, on va me dire dans les commentaires, ouais, bah Noémie, t'emballe pas parce que celui-là, c'est le roman le plus cousu de fil blanc d'Agatha Christie, c'est le roman le plus simple d'Agatha Christie. Peut-être, mais laissez-moi quand même ma petite minute de gloire, je vous prie. J'ai deviné un dénouement dans un Agatha Christie, et mieux encore, dans un Hercule Poirot, qui est mon personnage préféré. Voilà, donc... Au-delà de ça, au-delà du fait que je sois heureuse d'avoir découvert le dénouement, franchement, c'était vraiment une bonne lecture. J'ai bien aimé le rythme, pardon. Donc on se retrouve dans un petit village entre l'hôtel où loge Hercule Poirot et la maison du péril, hein, où habite cette Miss Buckley. On va un petit peu se promener dans le village, mais bon, l'action va quand même être concentrée autour de la maison. Donc l'ambiance, elle est quand même assez particulière. Et puis ponctuée d'humour et alors, j'ai pas envie de dire de sarcasme de la part d'Hercule Poirot, mais bon, quand même un petit peu, il a quand même un caractère un petit peu sarcastique, très, voilà, comme j'ai dit, très imbu de sa personne. Le fait que ce soit ponctué de ses interventions qui sont parfois un petit peu, voilà, qui mettent le sourire aux lèvres, plus Hastings, lui, qui touche rien à rien, hein, clairement. C'était vraiment chouette. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Je l'ai quand même lu assez... rapidement, enfin j'avais pas beaucoup le temps de lire et pourtant c'est... Ouais, non, je l'ai lu rapidement. Je l'ai commencé mardi du coup, ou mercredi, bref, je sais plus, et je l'ai terminé hier. Donc j'ai quand même mis pour 222 pages presque une semaine, mais vu le peu de temps que j'avais pour lire, je trouve que je l'ai quand même vite avancé. Ça se lit bien. On est bien dans un Agatha Christie. Franchement, c'est toujours des lectures doudou, ces livres-là. Je trouve qu'ils sont vraiment chouettes. Donc, j'ai passé un excellent moment en compagnie de mon compatriote belge avec, du coup, La Maison du Péril de Agatha Christie. Sinon, j'ai commencé, du coup, hier... Oui, après avoir terminé La Maison du Péril, j'ai commencé un livre donc de la maison d'édition La Lucarne Indécente. Donc c'est Chevalier de l'éclipse de Gilles Louviot. Alors, j'ai pas beaucoup avancé entre hier soir et ce matin. J'ai lu qu'une vingtaine de pages. C'est un roman de fantasy et en fait je le lis parce que la maison d'édition La Lucarne Indécente et Gilles Louviot seront à la foire du livre de Bruxelles le week-end prochain. Et j'avais envie de lire ce livre avant d'aller voir l'auteur et d'aller voir donc mes amis mon ami d'université qui est le fondateur, qui a créé cette maison d'édition. J'avais envie du coup de le lire pour pouvoir en discuter un peu plus avec l'auteur et avec David pour quand même pouvoir dire quelque chose et pas juste être là et prendre des nouvelles de tout le monde. J'avais envie d'aller un petit peu plus de discuter un petit peu plus du milieu de l'édition, de la littérature et des livres. Alors, du coup, ce livre-là, de quoi ça parle? Je vais vous lire la 4e de couverture parce que je peux pas trop vous dire pour l'instant de quoi ça parle. On est dans un univers fantastique où il y a des gens qui ont des pouvoirs. Mais à part ça, voilà, je n'en sais pas plus. Donc, je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture. Donc, Chevalier de l'éclipse. Devenu récemment Chevalier de l'éclipse,
Yédaran sillonne le monde pour combattre les magiciens du soleil. Il voit son ordre s'éloigner des valeurs d'antan. Solven abandonne sa vie confortable après avoir usé d'une magie noire. Depuis, elle s'enivre pour échapper aux voix qui hantent son esprit. Le destin de ces deux êtres, que tout oppose, va inexorablement se lier dans un monde en bascule qui éprouvera tous leurs principes. Dans ce premier opus du cycle du Chevalier oublié, Gilles Louviot dépeint des personnages complexes, nuancés et évolutifs qui n'hésitent pas à remettre en question l'ordre établi. Il sort ainsi des clichés de la fantaisie, tout en offrant à son lecteur un univers totalement novateur. Ouais, bah j'ai trop hâte. En tout cas, de ce que j'ai lu jusqu'ici, c'est assez intriguant. Il y avait une scène de bataille au début entre deux magiciens. C'était assez drôle. Ça m'a beaucoup interpellée parce que, bon, déjà, on est dans un univers fantasy. On est un peu largué comme ça dedans. Je suppose que les explications du monde, des différentes personnes qui peuplent ce monde, des différents sorciers, etc., magiciens ou que sais-je, je suppose que ça va arriver juste après. Mais du coup, là, de débarquer dans ce monde dont on ne connaît pas les codes, les traditions, les rouages, c'est assez particulier. Mais en fait, je me dis, ouais, la fantasy, c'est quand même un genre que j'aime pas mal. Hein. C'était vraiment chouette d'avoir cette bataille, de ne pas savoir, voilà, qu'est-ce qui va se passer, quel est le plus fort, pourquoi est-ce que lui, il agit ainsi, pourquoi est-ce qu'elle, elle agit ainsi. Voilà, c'était un peu mystérieux, mais pour mon plus grand plaisir. Je trouve que pour l'instant, je trouve que c'est assez bien écrit. Même bien écrit, en fait, je vois pas pourquoi je mets assez bien écrit. Je trouve que c'est bien écrit, c'est assez fluide. C'est clair que souvent dans la fantasy, les prénoms sont un peu chelous, les noms de lieux, les noms de sorts, de plantes, enfin bref, il y a toujours des noms chelous, donc ça ralentit un petit peu la lecture. Mais là, oui, ça m'a un peu ralenti où je dois relire les noms 3-4 fois pour être sûre d'avoir bien cerné toutes les consoles et les voyelles qui les composent. Mais sinon, voilà, pour le reste, je trouvais que c'était assez fluide. Ouais, c'est bien écrit. Je suis vraiment intriguée, en fait. J'ai hâte d'y retourner. Je m'hydrate, j'ai l'impression de parler aujourd'hui un peu pour ne rien dire. Ça fait déjà 22 minutes que je blablate et j'ai l'impression que c'était pas intéressant. Bref. Donc voilà pour ma lecture en cours. Je reviendrai dessus dans le prochain vlog, hein, bien évidemment. J'espère le terminer avant la foire du livre de Bruxelles. Normalement, j'ai rien ce week-end. Non, j'ai rien. En tout cas, rien de très important. Donc je pourrais, si je ne l'ai pas beaucoup avancé cette semaine, je pourrais le terminer ce week-end. Il a l'air gros comme ça, mais il fait pas beaucoup... Ah si, quand même, 487. J'allais dire, il a pas l'air de faire 500 pages. Bah si, presque. Donc 487 pages pour Le Chevalier de l'Éclipse, qui est donc ma lecture en cours. Et donc, bah, si vous voulez en savoir plus sur cette lecture, eh ben, il faudra attendre le prochain vlog. Voilà. Bon, sinon, après ce long update lecture, passons maintenant au fun de la vidéo. À la partie qui sera... sans doute la plus intéressante, la plus mystérieuse, le book haul. Mais avant, je reprends une ou deux gorgées. Regardez, ça va plaire à Sophie. Regardez, il y a des petits chats. Il y a des petits chats sur ma tasse. J'adore les chats. Vous le saviez? Étonnant, non? Franchement. Allez, trêve de bavardage, book haul maintenant. Donc, vous l'avez vu, j'ai bien craqué mon slip. J'ai acheté 11 livres. En fait, un peu plus, mais des autres livres, c'est pour apprendre le japonais. Donc voilà. Et ça, je ne vais pas vous présenter parce que c'est pas vraiment très intéressant. Premier livre que j'ai donc rapporté de notre sortie en librairie, c'est Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. Alors ça, c'est un livre... que j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, et en plus il y a Netflix, HBO, qui a créé la mini-série Big Little Lies avec Nicole Kidman et Reese Witherspoon. Vous connaissez Reese Witherspoon? Ben, franchement, mais c'est compliqué à prononcer, c'est comme Keira Knightley. C'est assez compliqué. Reese Witherspoon.
Voilà, il y avait une série avec donc ces deux actrices et je l'avais regardée à l'époque, je me souviens, j'étais à Paris encore, donc c'était entre 2017 et 2019. J'avais regardé cette série sur donc Netflix pour le coup et j'avais trouvé, c'était vraiment une série, c'était un thriller hyper haletant, hyper prenant, hyper mystérieux et j'avais beaucoup aimé. Et j'ai appris par la suite que c'était adapté d'un livre et énormément de personnes sur les réseaux, notamment Séverine du compte Il est bien ce livre, a beaucoup recommandé ce livre-là en disant pardon, qu'il était très addictif, qu'il y avait un twist final de dingue. Alors bien évidemment, en ayant vu la série, je connais le twist final, mais j'ai quand même envie de voir comment ce roman est construit, comment ce roman est écrit et voilà, me faire... entrer dans cette histoire et me faire avoir par le twist tout en le connaissant. J'ai quand même envie de voir, voilà, comment c'est fait. Donc, sinon, de quoi ça parle? Alors, à la fête de l'école, quelqu'un a trouvé la mort. Qui est responsable du drame? 3 femmes, à la croisée des chemins, des ex-maris et leurs nouvelles épouses, des familles recomposées ou décomposées, qui cachent tous de redoutables petits mensonges, se retrouvent au cœur de l'affaire. Après Le secret du mari, best-seller international, Liane Moriarty nous plonge une nouvelle fois dans l'univers clos de ces quartiers résidentiels qui dissimulent derrière leur jolie façade des secrets inavouables. Trop bien! Trop bien. Donc voilà, hâte de le lire, même si je connais l'histoire, je suis quand même assez curieuse. Ensuite, deuxième livre que j'ai emporté avec moi, c'est Le chaos dans nos veines de Céline Cabannac. Alors ce livre-là, je l'ai acheté parce que je suis censée faire ce mois-ci une lecture commune avec donc ma copine Caroline du compte The Little Green Book. Je vous en ai parlé dans un vlog précédent parce que nous avions fait ensemble la lecture commune du livre L'instinct de Nicolas Druard. Et donc on a décidé de remettre le couvert ce mois-ci. Et cette fois-ci, donc comme l'instinct, en fait on l'avait choisi dans ma palle, cette fois-ci on a choisi un livre de sa palle à elle et elle m'avait proposé du coup le Cécile Cabannac. Je lui avais dit oui. Je ne connaissais pas du tout ce livre, je ne savais pas de quoi il parlait et quand j'ai lu le résumé à pas à la FNAC, on n'est pas allé à la FNAC, on est allé chez Cultura. Quand j'ai lu le résumé chez Cultura, ben ma foi, j'étais là chez ouais, je suis hyper hypée. Du coup, que dit-il ce résumé? Tuer n'est pas à la portée du premier venu. 2 fois, encore moins. Et pourtant, les découvertes de cadavres s'enchaînent dans cette maison de Dordogne. L'un est celui d'une ex-flic, talentueuse mais contestée, dont le sens de la justice la conduisait souvent à prendre des risques au mépris de sa propre sécurité. L'autre se dissout à la cave, dans une cuve d'acide. Un meurtre suivi d'un suicide? C'est ce que veut d'abord croire le capitaine Brissot. Mais bientôt, dans le sillage de ces morts, d'anciennes affaires ressurgissent. Affaires de sang, affaires de famille. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule? Qu'est-ce qui fait qu'on tue? D'où vient ce chaos qui bouillonne dans nos veines? Franchement, ça a l'air trop bien, non? En tout cas, moi, le résumé me hype trop. Donc, normalement, ce livre-là ne devrait pas trop tarder à sortir de ma palle. D'ici la fin du mois, en fait, je vais le sortir pour ma lecture commune, donc. Ensuite, autre gros classique des thrillers, Millennium de Stieg Larsson, le tome 1, L'homme qui n'aimait pas les femmes. Alors ça, je sais que c'est un très gros classique du thriller. Je ne l'ai jamais lu et j'avoue que ce livre m'a toujours intriguée autant qu'effrayée. Intriguée parce que l'histoire a l'air vraiment pas mal, mais effrayée parce que j'ai l'impression que les thématiques ne sont pas vraiment faites pour moi. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce livre n'est pas fait pour moi. Et en plus, il est super gros. Voilà, il est vraiment super gros. Combien de pages il fait? Attendez. 706 pages. Ouais, c'est quand même un beau bébé, hein. On peut assommer quelqu'un avec ça. C'est limite une arme du crime, en fait. Voilà, donc, ouais, comme je disais, grand classique, mais je sais pas pourquoi, je l'ai jamais acheté, j'ai jamais voulu le lire. Et en fait, en parlant avec Sophie, donc chez Cultura, elle m'avait dit quand même que c'était un livre qui était vachement bien et qu'elle me le recommandait. Donc je me suis dit, allez, vas-y, je vais le prendre parce que c'est clair que c'est un classique et qui, voilà, il doit rejoindre ma palle. Et un jour, peut-être, je le lirai. Alors, de quoi ça parle? Après avoir perdu un procès en diffamation, Michael
Blomqvist, brillant journaliste d'investigation, démissionne de la revue Millennium et ressasse son dépit. Il est contacté par un magnat de l'industrie qui lui confie une enquête vieille de 40 ans. Sur l'île abritant l'imposante propriété familiale, sa nièce Harriet Wenger a naguère disparu et il reste persuadé qu'elle a été assassinée. Si ce n'est pas exactement le hasard qui réunit Michael Blomqvist et Lisbeth Salander, réchappée des services sociaux et génie de l'informatique, c'est une vraie chance car la jeune femme va bien vite s'imposer comme le meilleur atout du journaliste pour élucider l'affaire. L'intolérance, l'hypocrisie, la violence et le cynisme de notre monde contemporain au niveau politique, économique, social, familial sont les ressorts de ce polar addictif au suspense insoutenable qui a enthousiasmé des millions de lecteurs. Voilà, donc écoutez, à voir. En tout cas, en lisant comme ça le résumé, oui, ça a tout pour me plaire. Après, c'est vraiment tout ce qui est hypocrisie, cynisme de notre monde contemporain au niveau politique, économique, social. Ça, c'est peut-être le côté qui me faisait en tout cas bloquer jusqu'à présent. Mais voilà, donc écoutez, à voir. En tout cas, je vous tiendrai au courant, bien évidemment, de si je le sors de ma palle et ce que j'en penserai. Ensuite, j'ai pris avec moi un Lisa J. Wells, tout est secret, parce que Lisa J. Wells, en fait, j'en entends pas mal parler sur les réseaux. Elle est un peu la reine, ou en tout cas un peu une référence, j'ai l'impression, dans tout ce qui est thriller domestique. Et j'avoue que ça m'intriguait, en fait, de découvrir ce qu'elle proposait. Et donc, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'ils avaient chez Cultura et j'ai décidé de prendre celui-là parce que le résumé me plaisait. Alors, donc du coup, de quoi ça parle ? À Melville Heights, il ne se passe jamais rien. Aussi, quand on retrouve dans ce quartier huppé de Bristol un cadavre lardé de coups de couteau, les résidents sont atterrés. Qui a pu commettre un crime pareil ? Dans le voisinage, tout le monde se connaît. On est entre gens bien. D'ailleurs, on ne fait pas que se côtoyer entre voisins. On s'épille. Joséphine développe une véritable obsession pour Tom, le séduisant directeur du collège qui vit à 2 pas de chez elle. Mais elle n'est pas la seule à guetter ses moindres faits et gestes. Quel sombre secret cache donc cet homme trop beau pour être honnête ? Franchement, ça a l'air trop bien, hein ? Ça me fait un peu penser à La femme à la fenêtre, justement. Une autre série Netflix qu'on avait regardée avec mon mari. Et je trouve que c'est un peu le même style, donc une belle banlieue, des voisins qui sont bien sous toute apparence, mais qui cachent des profonds secrets et qui commencent à s'épier et qui commencent à imaginer des choses. Voilà, j'ai hâte, ça m'a l'air d'être un roman assez addictif, assez prenant et j'espère que c'est le cas, en tout cas. Ensuite, ces deux-là vont ensemble, donc je vais d'abord parler de celui-là. J'ai pris également La carte des confins de Marie Repelin, donc le tome 1. En fait, ça c'est un roman. Marie Repelin, c'est celle qui tient le compte Instagram The Muffin Books, si je dis pas de bêtises. Muffins and Book, peut-être ? Je sais plus, Muffins and Book, je pense. Enfin, je vous mettrai son compte Instagram ici, ce sera plus simple. Et en fait, elle s'est lancée dans l'écriture il y a quelques années déjà. Et à la sortie, elle en est peut-être à son 4e roman, je pense. 4e ou 5e roman. Et donc, le tout premier qu'elle a sorti, c'est La carte des confins. Je l'ai énormément vu passer sur les réseaux sociaux. C'est un livre qui a été extrêmement encensé. Beaucoup de personnes en ont dit beaucoup de bien. Et donc, c'est vrai que c'était un livre qui m'attirait depuis pas mal de temps. Parce qu'en plus, c'est un livre qui parle d'aventure, de pirates. Et moi, voilà, les pirates, les corsaires, être sur des bateaux en pleine mer du côté des méchants, bien évidemment. C'est quelque chose qui me passionne. J'aime beaucoup les pirates. Et donc, ce livre-là était toujours resté dans un coin de ma tête. Mais comme il avait eu un énorme succès, en fait, un énorme succès. Bon, il avait quand même eu son petit succès sur Instagram. Moi, très souvent, quand un livre est encensé comme ça à sa sortie, j'ai tendance un petit peu à me mettre à l'écart et à attendre que l'euphorie se tasse pour vraiment avoir peut-être plus d'avis objectifs, éclairés, avec un petit peu plus de recul, quoi. Et finalement, c'est quand même un livre dont je continue à entendre du bien. Et depuis qu'il est sorti en poche, je croise régulièrement son chemin en librairie et je m'étais toujours dit, bon,
je vais l'acheter, je vais l'acheter, je vais l'acheter parce que j'ai envie de découvrir cette histoire et de voir, de me faire mon avis sur ce livre, de savoir ce que ça vaut. Alors, de quoi ça parle ? Kali, une voleuse hors pair, est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de l'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Devenu compagnon de route, le pirate et la voleuse s'apprivoisent et se dévoilent peu à peu. Mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner le seul espoir de mettre la main sur la fameuse carte et bouleverser à jamais leur existence. Ça a l'air trop bien. J'ai vraiment envie de romans d'aventure en ce moment. J'ai envie, je sais pas, de cap et d'épée, de romans d'aventure où on part explorer le monde, où on part explorer des mondes réels ou pas du tout réels. Ouais, j'ai envie d'un petit peu. Je me sens l'âme d'une voyageuse en ce moment. Je me sens l'âme d'une exploratrice, d'une pirate, pourquoi pas d'une corsaire. Voilà, j'ai envie de voyage, j'ai envie de bouger. Et donc, c'est un peu le roman qui me ferait plaisir de lire en ce moment. Donc, voilà. Petit roman qui rejoint également ma palle. Ensuite, oula, attendez. Ouais, c'est un équilibre quand même relativement précaire. Hein. Ensuite, 2 livres, un peu de la même thématique. Le premier, c'est Les Grandes Oubliées de l'histoire de Titou Lecoq. C'est un livre dont j'ai également énormément entendu parler sur les réseaux sociaux et c'est une thématique, j'avoue, qui m'intéresse vraiment. Donc cette histoire en fait des femmes qui ont totalement été évincées de l'histoire par les hommes, dont on a repris les idées parfois, qu'on a plagié parfois et dont on ne se rappelle plus ou dont on a un peu oublié le nom ou en tout cas dont l'histoire ne parle pas à grands cris. Et donc c'était un livre qui était toujours resté également dans un coin de ma tête. Je m'étais toujours dit, voilà, je le lirai un jour. Parce qu'en fait, clairement, ce genre de livre, c'est pas un roman. Donc, c'est pas un livre qui va me divertir, m'envoyer explorer d'autres mondes, d'autres cartes du confin, par exemple. C'est vraiment un livre avec un sujet un peu plus sérieux, un peu plus poussé peut-être. Même pas peut-être, poussé tout simplement. Et donc c'est clair que c'est pas forcément le genre de livre que j'ai envie d'acheter parce que je sais très bien que c'est pas le roman que je vais sortir tout de suite de ma palle, c'est un livre que je vais sortir quand j'aurai envie de m'instruire. Et j'ai pas forcément envie de m'instruire très souvent, comme vous pouvez le remarquer. Je lis pas beaucoup de livres sérieux. Mais mine de rien, j'avais quand même envie de me le procurer pour pouvoir l'avoir dans ma palle et avoir du coup la possibilité de le lire si l'envie soudaine m'en prend. En plus, j'ai vu que les chapitres sont quand même relativement courts et c'est, je pense, à chaque fois dédié à une femme. Donc je me dis en fait pourquoi pas juste le laisser sur ma table de chevet et piocher de temps en temps une histoire comme ça pour en savoir plus. Sinon, je vais vous lire le résumé, ce sera peut-être beaucoup plus parlant pour vous. De tout temps, les femmes ont agi, elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et pourtant, elles sont pour la plupart absentes des manuels d'histoire. C'est ce que je disais. Pourquoi ce grand oubli ? De l'âge des cavernes jusqu'à nos jours, Titou Lecoq s'appuie sur les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l'histoire. Elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles, si nombreuses, qui ont modifié le monde. Pédagogue, mordante, irrésistible, avec elle tout s'éclaire. Les femmes ne se sont jamais tues, ce livre leur redonne leur voix. Véritable phénomène depuis sa sortie, Les Grandes Oubliées de Titou Lecoq a conquis plus de 100 000 lecteurs et lectrices en quelques mois. Ouais, voilà. Clairement, je trouve que c'est une thématique hyper intéressante, très féministe, très... remettre un petit peu les gens à leur place, là où elles sont, pour les remettre à leur juste place. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et donc j'ai hâte de découvrir un petit peu déjà la plume, déjà de savoir comment c'est narré, comment c'est expliqué. Voilà. Écoutez, un petit livre qui va m'instruire pour une fois, ça change. Un petit peu dans la même veine, c'est un livre, c'est une BD plutôt dont j'ai entendu beaucoup parler. J'ai beaucoup de copines qui l'ont lu, beaucoup de copines qui l'ont adoré. Et donc je m'étais dit, ma foi, pourquoi pas moi aussi m'y mettre donc au livre Culotté des femmes qui ne font
que ce qu'elles veulent de Pénélope Bagieux. Pardon, j'ai dû faire une pause, j'étais en train de mourir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je viens d'être prise d'une petite quinte de tout, c'était très désagréable. Oui, donc du coup, Culotté, le tome 1 de Pénélope Bagieux. Donc Culotté, ça explique des histoires de femmes. Voilà, 15 portraits de femmes qui ont inventé leur destin. Et comme j'étais sur une vibe féministe, sur une vibe de femmes fortes, de femmes cultivées, qu'il faut mettre en avant, etc., j'ai croisé le chemin de Culotté et je me suis dit, allez, il faudrait que je le lise. Apparemment, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, pour ma culture générale également, j'ai emporté ce livre-là avec moi. Ensuite, dernière partie de ce book haul. J'ai pris 4 livres parce que ces 4 livres, vous allez rire. Ils ont une thématique en commun. Vous allez vite comprendre. Attendez, je prépare. Attends. Je me marre déjà d'avance parce que j'en imagine plusieurs d'entre vous qui vont être là, oh, encore. Et surtout, j'imagine Sophie qui va faire, oh là là, elle est chiante à nous parler que de chats. Voilà, c'est une thématique somme toute transversale dans ces 4 livres-là. Donc, nous avons 3 mangas et une BD. Et oui, alors, ces 3-là, ici, je les ai pris parce que ça complète des sagas que j'ai déjà. Par contre, je vais pas mentir, celui-là, je l'ai pris. Pas parce que j'en avais entendu parler, pas parce que, voilà, juste, j'étais au rayon manga, j'étais dans les C comme chat, et puis je suis tombée sur Le chat mène l'enquête. Hein, un tome unique, voilà, histoire complète, chat, enquête, détective privé. Il m'en fallait pas plus. Il y a un chat sur la couverture, en plus on dirait qu'il a une énorme verrue sur le front. Et ben je l'emporte avec moi. Oui, totalement irresponsable Noémie, mais j'assume parce qu'il y a un petit chat sur la couverture. Et en le feuilletant comme ça, ça m'a donné envie. Voilà, donc le chat détective qui est qui a sauté, et qui s'est logé dans mon petit tote bag comme ça. Du coup, de quoi ça parle? Parce que mine de rien, ce serait bien de savoir de quoi parle ce livre, parce que je n'ai pas lu la 4e de couverture non plus. Alors, dans le Los Angeles des années 1950, un chat potelé mène l'enquête. Qui n'a jamais croisé ce chat joufflu qui déambule dans les rues de Los Angeles? Tout le monde lui a donné un surnom, mais personne ne sait vraiment qui il est ni d'où il vient. Et c'est sans doute mieux ainsi, car Hitchcock, tel est le vrai nom de ce curieux félin, est le précieux assistant d'un détective. Au gré de ses rencontres avec les habitants et leurs petits secrets, il va donc aider son ami à résoudre une nouvelle enquête et peut-être même trouver plus encore sur son chemin. Trop hâte de lire ce livre. Ça a l'air trop bien. Franchement, ça a l'air mignon comme tout. Non mais attendez, regardez le petit matou. Oh, c'était pas mignon. Si, bien sûr que si, c'est mignon. Et oui, je suis une folle à chat. Oui, j'assume totalement. Donc, premier manga avec un chat qui rejoint ma palle. Deuxième manga avec des chats, cette fois-ci, qui rejoint ma palle. Je vous en ai parlé dans pas mal de vlogs. Je vous en mettrai quelques-uns dans les petits i si ça vous intéresse. Et au moins le vlog dans lequel je parle du premier tome de Chat des rues. Ici, c'est le tome 5 qui vient de sortir. Et donc, j'ai hâte de continuer les aventures de Hachi et Maruru, hein, c'est bien ça? Oui, Hachi et Maruru, donc qui sont ces 2 petits chats-là. Donc Hachi qui était de base un chat domestique... Hachi... Non, ça c'est Maruru. Maruru qui était de base un chat domestique qui est devenu un chat des rues. Et Hachi qui est un pur chat des rues qui du coup ont été mis dans un... Ils ont été attrapés et placés dans un refuge. Et donc c'est pour ça qu'ils sont entourés de plein d'autres petits matous qui ont chacun leur caractère. Et qui ont, voilà, chacun leur histoire, leur caractère, leur manière d'agir. Et c'est vraiment trop mignon. Alors, par rapport à ce livre-là, je vous en avais parlé dans mes vlogs. Mon excitation était quand même un petit peu baissée au fur et à mesure que j'avançais dans la saga. Parce qu'en fait, les humains prennent de plus en plus de place. Et je vous avais dit dans un de mes vlogs que j'allais voir avec le tome 5 si ça continuait sur cette lancée, si les chats allaient continuer d'être de plus en plus
en arrière-plan de l'histoire et que je verrai du coup après le 5e tome si je continuerai cette saga. Et bien donc voilà, le fameux 5e tome est sorti et donc j'ai hâte en fait de le lire. En même temps j'ai pas hâte parce que j'ai pas envie d'être déçue, j'ai pas envie de me dire que oh non, j'ai envie d'arrêter cette saga. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée par rapport à ce livre, entre excitation et pas envie d'être déçue. Mais quand je vois la couverture, franchement ça me fait fondre, je suis tellement contente de retrouver ces petits chats. Et même s'ils apparaissent de moins en moins, je sais très bien que mon petit cœur va bondir à chaque fois que je vais croiser leurs petits minois dessinés comme ça en noir et blanc dans le petit manga. Voilà, alors, suivant. Suivant, on continue avec un petit chat mignon, hein. Et donc j'ai pris le tome 3 de Chi. Donc c'est un manga pour enfants que j'ai commencé il y a quoi, au mois de décembre il me semble. Et que voilà, j'avais acheté les 2 premiers tomes à Metz en décembre. J'avais lu le premier tome, je pense, en décembre. Le 2e tome, quand? C'est récemment. Dans un de mes derniers vlogs que je vous ai parlé du tome 2. Donc là, j'ai pris le tome 3 parce que j'ai véritablement envie de continuer les aventures de Chi. Donc ce petit chat qui a été adopté par une famille de Japonais qui habitent en appartement et qui n'ont pas le droit d'avoir un chat. Et donc voilà, on suit un petit peu l'adaptation de la famille au chat, du chat à la famille et un peu tout le... Voilà, les techniques qu'ils essayent de mettre au point pour cacher le chat à leur voisinage. Donc, encore une fois, un petit manga avec un chat. Et le dernier livre, toujours un chat, mais plus un manga cette fois-ci, une BD de putain de chat. Ah, putain de chat. Ouais, alors, je vous en ai aussi déjà parlé dans pas mal de vlogs. Putain de chat, c'est une des séries de BD avec laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur ces dernières années. J'ai rencontré la puce, donc l'auteur de Putain de chat, au salon Le Livre à Metz en 2023. Et je lui avais pris le tome 2 et le tome 3 parce qu'il avait plus le tome 1 de sa saga. Et je me souviens, j'étais allée, il y avait donc au Livre à Metz, il y avait un espace pour boire et manger, etc. J'avais été me chercher une petite limonade et j'avais commencé à lire le tome 2. Et en fait, j'ai pas pu m'arrêter. Je l'ai lu de A à Z et franchement, je rigolais. J'étais là en public toute seule en train de boire ma limonade et j'étais en train de lire et de rire aux blagues et aux gags et voilà, aux différentes aventures que vivent les chats dans cette BD. Et donc, je me suis procuré tous les tomes, du tome 1 au tome 11. Et il m'en manquait un. Et d'ailleurs, parce que là, j'ai acheté du coup le tome 12, hein, le dernier tome. Et je suis ravie parce que, en fait, je vous avais parlé dans un précédent vlog qu'il y avait 12 tomes dans la saga Putain de chat, pardon. Et puis, en fait, je trouvais jamais ce tome 12. J'ai fait pas mal de librairies. À chaque fois, je le cherchais, je le trouvais pas. Et franchement, je commençais à douter un petit peu de ma santé mentale. Parce que je m'étais dit, mais enfin, j'ai quand même pas inventé ce tome 12. Parce que je suis l'auteur sur Instagram, donc je suis quand même son actualité de manière quand même assez assidue. Parce que j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Et donc, j'étais là, mais enfin, j'ai quand même vu qu'il y avait un tome 12 qui était sorti, c'est quand même pas possible. Mais je ne le trouvais pas. Et enfin, alléluia, le Cultura de Terreville l'avait. Et donc, j'ai pu l'acheter pour compléter ma collection de putain de chats. Et ainsi, avoir tous les tomes de la saga. Alors, je ne sais pas si la puce va continuer à écrire cette saga, mais en tout cas, moi, j'ai le tome 12. Donc, le dernier qui est sorti. Et j'ai trop hâte. C'est vraiment des BD qui sont hyper rafraîchissantes. Moi, c'est un humour qui colle totalement avec moi. C'est un humour un peu, comme j'aime bien le dire, un peu beauf. C'est un humour un peu caca pipi prout, quoi. Mais moi, ça me fait rire. Moi, c'est ce que j'aime bien. Donc, je trouve que, voilà. J'aime bien les personnages, j'aime bien l'humour et c'est toujours avec un énorme plaisir que je lis Putain de chat. La seule chose, c'est que quand je lis un putain de chat, je dois faire vraiment attention à mon putain de chat, mon petit Yumi, parce que, sans mentir, les 5 ou 6 derniers putains de chats que j'ai lus, à chaque fois que je dégainais la BD, mon chat pissait dans mon lit. Et j'ai pas envie de nettoyer la pisse de mon chat sur ma couette qui ne rentre pas dans une machine et donc il faut nettoyer à la main et sécher à la main. Et donc je vais être très précautionneuse quand je vais dégainer ce livre-là et je vais faire attention à ce putain de chat et à l'autre putain de chat.
Et oui, je parle bien de ce putain de chat-là. Hein, Yumi? Tu feras pas pipi sur ma couette cette fois-ci? Non, mon petit cœur, regardez, je suis sage. Elle raconte n'importe quoi. Jamais j'oserais faire pipi sur la couette de maman. Je suis trop bien élevée. Oh, mon petit cœur, on devrait te décerner un prix de la patience et de la gentillesse, hein? Trop adorable. Regardez. Oh, mon petit bébé. Et voilà, c'est sur cette énorme book haul et petite bêtise avec mon putain de chat Yumi que je clôture ce 47e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me signaler que vous êtes passé par là et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!